En rang dispersés dans les différentes universités du Sénégal. Pas de démarrage des cours dans de nombreuses facultés. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, situation plus troublante à Saint-Louis, où la coordination des étudiants a décrété la non-reprise de toute activité pédagogique jusqu'à nouvel ordre. Nous ferons le point à Dakar et en région avec nos équipes. Le SYTJUST suspend au mot d'ordre de grève. La décision survient après une rencontre avec le garde des Sceaux et des régulateurs sociaux. La décrispation du système judiciaire est en marche. La colère gronde à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Des élus titulaires réclament la tenue de nouvelles élections et un audit externe de la structure. Le collectif Naler pointe du doigt la gestion de la Chambre. Les détails dans ce journal. Déclaration de patrimoine des membres du gouvernement. Sur 35 ministres, 34 ont fait leur déclaration de patrimoine. Qui est le ministre qui ne s'est pas soumis à cette exigence légale et pour quelles raisons? Des questions qui restent sans réponse pour le moment. C'est un peu un rendez-vous manqué. La reprise des cours ne s'est pas déroulée comme prévu par les autorités universitaires. Ce matin, pas de démarrage constaté dans de nombreuses facultés à l'UCAD. Les présidents d'amicales ont échangé avec certains doyens de facultés sur l'adoption de nouveaux plans qui prennent en compte tous les étudiants de L1 et L2, contrairement aux décisions rectorales. Mamadou Fall et Diafaraba. Nombreuses sont les facultés qui n'ont pas démarré les cours du moment qu'elles sont prêtes pour une reprise de l'année universitaire. À la faculté des lettres et des droits, l'heure est aux discussions entre les doyens et les étudiants pour adopter de nouveaux plans pour une bonne reprise. Le plan de reprise qui nous a été proposé par le conseil restreint ne nous agrée pas et on a émis des réserves par rapport à ce plan. Il nous a reçus et il a procédé par faculté et je pense qu'il nous a demandé, après la réunion, de venir voir l'autorité facultaire, qui est le doyen Alassane Kanté, de parler avec lui en interne pour voir comment faire. Une reprise de façon globale pour l'ensemble des étudiants du premier cycle. Ce qui veut dire que la reprise qui a été programmée de façon graduelle entre le Master 1 et la licence 3, elle n'est plus d'actualité. Maintenant, ce qui est d'actualité, c'est par exemple les pourparlers que nous devons avoir avec notre doyen pour pouvoir exécuter ce protocole-là qui vient d'être mis à notre disposition et à la disposition de tous les étudiants. Des requêtes bien appréciées par les doyens des facultés. Il ne s'agit pas de reprendre coûte que coûte, parce que si vous envisagez de reprendre alors que des acteurs importants, une composante importante n'y adhère pas, cela risque de créer des problèmes. Pour éviter cela, on a pensé qu'effectivement que cette proposition est envisageable, qu'on peut l'étudier et l'intégrer dans le cadre d'un nouveau plan de reprise, dont le cadrage général nous sera présenté par les autorités rectorales. Les étudiants souhaitent la tenue des examens de premier semestre dans la première semaine du mois de septembre. Pour une question, une logique sociale, qu'on a demandé à ce que la date des examens soit repoussée jusqu'au 14 septembre pour le premier cycle, pour permettre aux étudiants de s'installer. Que les étudiants du premier cycle doivent faire leur examen dans la deuxième semaine du mois de septembre. Parce qu'eux, ils avaient déjà terminé leurs enseignements du premier semestre, il ne leur restait que les examens pour certains départements. Donc on va périodiser les examens parce qu'on s'est dit que la première des choses à faire actuellement dans ce protocole, c'est de finaliser d'abord le premier semestre. Les présidents d'amicales des étudiants des facultés espèrent un respect du protocole sanitaire à la programmation des codifications afin de permettre aux étudiants d'accéder au logement le plus vite possible. Oui, Mamadou a salué également les étudiants ont fait faux bond, les cours n'ont pas démarré. Mieux, les étudiants ont décrété 72 heures de journée sans ticket et la non-reprise de toute activité pédagogique, de quoi rendre soucieux les étudiants en fin de formation à l'UGB. Explication Ousseynou Diop. La réouverture ce 1er septembre. En fait, bien vrai que c'est une déception, le fait que les étudiants sont là pour pouvoir travailler, qu'on n'a pas vu les professeurs. La coordination des étudiants de Saint-Louis en a décidé ainsi. Elle a en effet mis ses menaces à exécution en demandant aux étudiants de ne pas regagner les amphithéâtres quelques minutes avant la réouverture. Les étudiants de Sanar ont aussi décrété 72 heures de journée sans ticket. C'est une situation très délicate puisque les étudiants sont revenus et la CEL a décrété
ce soit des IST et cessation des activités pédagogiques. Parce que moi, aujourd'hui, vraiment, on est triste parce que nous voulons apprendre. Nous, ce que nous voulons, c'est que tous les étudiants reviennent au campus. Bien vrai qu'il y a la maladie ici en ville, mais pourquoi pas amener les étudiants au campus et respecter les mesures d'hygiène et faire nos cours normalement. Après de 6 mois sans cours, la situation devient à nouveau tendue à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants veulent la reprise totale des cours, alors que de son côté, l'administration propose une reprise graduelle jusqu'au 31 décembre pour le respect des mesures barrières et du protocole sanitaire. Vraiment déplorable, vraiment déplorable. D'après ce qu'ils ont proposé, faire un semestre en 6 semaines, ça c'est pas possible. On a écopé d'une année blanche l'année dernière. Si ça se répète, vraiment, ça serait très chaotique. Et nous voulons que les étudiants et l'administration s'assoient autour d'une table pour discuter et trouver des consensus comme l'ont fait les autres universités. Les universités tombent donc à l'eau à l'UGB. La Covid-19 continue de dicter sa loi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après une année invalide, les étudiants en fin de formation risquent encore de rester 2 ans sans obtenir le diplôme. Tout le contraire, à l'université de Thiès, où vous allez le voir, les cours ont bien repris. Toutes les dispositions sanitaires ont été prises pour éviter la propagation du SARS-CoV-2 dans le campus social. Suivant les explications de Cheikh Abdoulaye Diagne, il est le chef du service administratif avec notre équipe à Thiès. Les étudiants ont constaté qu'il y avait des efforts qui ont été fournis. Et cela depuis le lendemain de la décision du président de la République de fermer les universités. Sous l'instruction du directeur du CROUS, les dispositions ont été prises pour accompagner cette situation de pandémie et anticiper aussi sur la reprise, parce qu'on n'avait jamais envisagé qu'il n'y aurait pas de reprise après. Donc c'est ainsi que tout ce que vous avez vu, c'est-à-dire la mise en place d'un comité d'hygiène pour réfléchir sur les conditions de retour, pour réfléchir sur en fait des meilleures conditions d'hygiène et de sécurité relatives à la condition de la pandémie, ont été mises en place. Et on avait initié les étudiants dans ce comité-là. À la fin de ce comité, il y a eu en fait un document qui a été pondu et qui relate en fait tout ce qui est mesures de sécurité, d'hygiène dans les campus sociaux. Le directeur, dès son arrivée, il a en fait promis aux étudiants de faire de l'université de Thiès en fait une université d'excellence où les gens pourront s'épanouir au sein des campus. Parce que comme vous le savez, si les étudiants n'ont pas des conditions de vie correctes dans les campus, ça va se refléter sur les résultats pédagogiques. Donc ça a été un des paris du directeur. Et je pense qu'il est là depuis janvier, mais les résultats sont vraiment visible en ce moment. Les cours ont repris également à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Le rectorat rassure sur le respect du protocole sanitaire. En même temps, le recteur a fait le point sur l'état d'avancement des travaux de l'Institut réalisés, vous le savez, grâce à la coopération coréenne. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bamba Somb. Ils seront 330 étudiants à débuter les enseignements apprentissages à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio ce 1er septembre. En conférence de presse, le recteur informe sur le modèle de cette reprise. Nous avons bien mis les activités à partir du 1er. Donc à partir du 1er septembre, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on s'attende demain à avoir des apprenants qui viennent en classe pour suivre avec un enseignant qui va faire un cours magistral et qui vont prendre note. Je vous ai bien expliqué, nous démarrons par des mises en situation qui leur permettraient dans un premier temps de connaître le métier. Sur le respect du protocole sanitaire face à la propagation de la Covid-19, le recteur rassure. On ne peut pas obliger une entreprise qui a des gestes barrières. Elles ont des gestes barrières comme nous. Donc de recevoir massivement nos apprenants et nous avons inversé les choses pour, avant même que cette situation de la Covid puisse se stabiliser, reproduire exactement les mêmes gestes professionnels avec de la place pour des startups certainement qui vont s'installer à l'ISEP de Diamniadio et permettre à nos apprenants de pouvoir justement vivre, disons, toute l'expérience professionnelle, disons, requise. Une occasion saisie également par le recteur pour rassurer les pensionnaires sur le niveau de construction de l'ISEP suite à leur sortie pour dénoncer l'absence de fosses septiques. On m'a remonté
que l'ISEP n'a pas de fosse septique et qu'en fait les infrastructures ne sont pas prêtes. Nous ne sommes pas autorité contractante. Je l'ai précisé et c'est dans le document de presse. C'est la COICA qui est l'autorité contractante qui a contacté avec une entreprise sénégalaise générale d'entreprise, GE, et qui a construit cette infrastructure-là. L'entreprise de construction a tardé à construire les fosses septiques. Rappelons que cet institut est acquis grâce à la coopération coréenne COICA. Merci Ousseynou. Et pendant ce temps, les écoles privées du Sénégal agonisent. Les établissements privés évaluent la perte de recettes à plus de 8 milliards de francs CFA. Le secteur étant sinistré du grand confinement, la Fédération de l'éducation et de la formation demande à l'État du Sénégal de faire un geste avant la rentrée de novembre. Mohamed Samb et Younous Diatta. La situation est critique dans les écoles privées de l'enseignement, se désole la Fédération de l'éducation et de la formation. La pandémie Covid-19 est à l'origine des pertes de recettes mensuelles estimées à plus de 8 milliards de francs CFA. 245 établissements du secteur de l'éducation sur les 827 fortement touchés par la Covid-19. Nous avons des enseignants qui n'ont pas de salaire depuis le mois de mars. Nous avons des enseignants qui sont payés à 70% et 75% depuis le mois de mars et ça continue, ce qui est illégal. Ça devrait s'arrêter avec l'arrêt de la loi d'habilitation. Les charges impactées pour un mois. Je veux que les gens le précisent. Ils n'ont pas précisé. C'était pour un mois. Ce n'est pas pour 2 mois ni 3 mois. C'est pour un mois. Les 12 milliards. Les 3 milliards injectés par l'État pour accompagner les écoles privées n'arrivent pas à combler le gap. L'État a consenti 1 milliard dans un premier temps. Dans un deuxième temps, 2 milliards. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Cela ne suffit pas. C'est des miettes par rapport aux charges que nous avons. Imaginez quelqu'un qui attendait 12 milliards et à qui on donne 3 milliards. Imaginez un enseignant, une enseignante qui reste de mars à maintenant sans percevoir son salaire. Pour pallier aux arriérés de scolarité imposés par la Covid-19, les parents d'élèves s'attendent à un assouplissement des modalités de paiement. Ces scolarités, il faudrait les payer par solidarité, pour aider au moins les établissements, les écoles qu'on a choisies. Mais qu'au moins que les établissements également nous permettent au moins, parce que payer globalement le tout, c'est assez difficile. Si la fermeture des écoles survenue le 16 mars dernier a permis de freiner la propagation du virus, la pandémie a tout de même menacé l'économie des écoles privées. La Fédération de l'éducation et de la formation condamne la sortie du consumériste Momar Ndao qui demande aux parents d'élèves de ne pas payer les arriérés de scolarité. Merci Mohamed. L'autre grand titre de cette édition, les membres du gouvernement avaient jusqu'à la date d'hier pour faire leur déclaration de patrimoine. Eh bien, selon l'OFNAC, sur 35 ministres, 34 seulement se sont soumis à cette exigence légale. Reste maintenant à savoir, mais qui est le ministre qui n'a pas fait sa déclaration de patrimoine et pour quelles raisons? L'actualité également, c'est 7 membres du mouvement Y en a marre interpellés ce matin par la police. Les activistes s'étaient rendus au siège de Sonatel Orange sur la VDN pour déposer une lettre de protestation contre les nouveaux tarifs Illimix. Parmi eux, on peut citer le rappeur Khalifa et le coordonnateur du mouvement Aliou Sané. Aux dernières nouvelles, les 7 membres de Y en a marre sont toujours au commissariat de Dieuppeul. Vent de décrispation dans le système judiciaire. Les travailleurs du SYTJUST suspendent leur mot d'ordre de grève, une décision qui fait suite à leur rencontre avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Malick Sall, et ainsi que des régulateurs sociaux. La tutelle, vous le savez, avait pris l'engagement de satisfaire les revendications au cours du mois de septembre, suivant le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, El Hadj Aya Boun Malick Diop. Nous observions a été commuté en une suspension du mot d'ordre de grève pour permettre au garde des Sceaux de dérouler son engagement qu'il a pris le 24 août devant des cautions morales. Il faut dire à l'opinion publique que le garde des Sceaux a pris l'engagement de faire payer les primes dues au travail de la justice, mais aussi de veiller à ce que les comités chargés de préparer
les textes afférents au statut et au fonds commun soient diligentés le plus rapidement possible. Donc nous comptons sur lui pour que le mois de septembre 2020 soit mis à profit pour que toutes ces diligences soient... Fronde à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Des titulaires exigent l'organisation de nouvelles élections qui n'ont plus lieu depuis 10 ans et l'audit externe de la structure. Réunis au sein du collectif Naler La Transparence, ils fustigent la gestion de l'actuel bureau jugé opaque et népotique. Abifaye et Moudou Diop. Rien ne va plus à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Le collectif Naler, La Transparence, fait état d'un profond malaise qui règne dans cette structure. Il y a 17 commissions au niveau de la Chambre de commerce. Aucune commission ne fonctionne. Aucune commission ne fonctionne. Il n'y a que le président et son bureau. La Chambre de commerce reste dans 4 points de mur bloqués là-bas au niveau de Dakar et veulent savoir exactement ce qui se passe au niveau du marché des poissons. Je crois que ça, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la Chambre qui devait le faire. Cheikh Dian et ses camarades dénoncent une gestion nébuleuse et clanique de la Chambre de commerce de Dakar. Tous les 1,8 milliard, 1,9 milliard sont destinés au fonctionnement. Carburant, salaire, des voyages, des trucs comme ça qu'on ne peut même pas dire, je vous assure. C'est la même stratégie. Ce qui était là-bas, c'est ce qui est là-bas aujourd'hui. Ça, nous ne l'accepterons pas. Il faut que cela cesse. Le collectif Naler interpelle le ministre du Commerce. Il exige un audit externe de la gestion de la structure. Si, en tout cas, nous interpellons le président de la République, nous interpellons le ministre du Commerce, que les gens puissent prendre leurs responsabilités pour envoyer un audit externe au niveau de la Chambre. Le collectif Naler estime que la Chambre de commerce de Dakar doit s'inspirer de celle du Burkina Faso. Celle-ci a accordé un financement de 2 milliards de francs CFA à ces femmes transformatrices basées au Sénégal. Merci Habib. Cri de détresse des habitants du quartier Fass à Rufisque. Les eaux pluviales ont envahi les habitations, les routes impraticables. Bref, les dommages sont considérables selon les populations. Elles demandent à l'État d'agir rapidement. Nous sommes fatigués de vivre cette situation à chaque hivernage. Personne ne peut traverser ici à cause de ces eaux de pluie. Nous interpellons le préfet, le maire de Rufisque Nord et les bonnes volontés. Moi, personnellement, je paie chaque semaine pour le vidange. Mandement par personnel, dans 15 jours, vidant 2 fois. 20 ans durant, nous vivons cette situation. Nos enfants ne savent plus où aller. C'est inadmissible ce qui se passe dans ce quartier. Les autorités nous ont abandonnés. La fois passée, dimanche passé, les autorités étaient là. Ils avaient tenu des promesses jusque-là non respectées. S'ils ne réagissent pas, on sera obligé de barrer cette route. Sujet réalisé par notre équipe à Rufisque. Dans un tout autre registre, le directeur général de l'agence de sécurité de proximité rassure les 10 000 ASP de la promotion 2014-2018 peuvent espérer selon lui de meilleures perspectives professionnelles. Leur engagement civique qui a été prorogé de 2 ans expire en décembre 2020. 2 comités de réflexion ont été mis en place sur cette question, des ateliers d'échange tenus d'après le directeur général de l'ASP. Voyons tout cela avec Aminata Goudjabi et Abdoukarim Bey. Le directeur général de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité a participé ce week-end à Fatick à une caravane de sensibilisation contre le coronavirus. Au terme de l'activité, Biram Faye a dit tout son optimisme en ce qui concerne les ASP de la promotion 2014-2018 dont l'engagement civique prend fin en décembre prochain après une prorogation de 2 ans. Il pourrait avoir de belles perspectives professionnelles car des réflexions sont en train d'être menées dans ce sens. Les ASP sont des engagés volontaires civiques. Ils ont un engagement de 4 ans, 2 ans renouvelable une seule fois, après évaluation du service rendu. C'est le président de la République qui a bien voulu leur accorder 2 prolongations à caractère exceptionnel. Et ces prolongations arrivent à terme en décembre 2020. Nous avons déjà mis en place 2 comités au niveau de l'agence et au niveau de la tutelle technique. Nous avons déjà organisé 2 ateliers auxquels tous les experts en emploi et en sécurité ont été conviés. Les travaux de toutes ces réflexions
missions ont été remises aux autorités compétentes. Donc nous sommes optimistes par rapport à la pérennisation de l'institution et par rapport aux perspectives professionnelles meilleures pour ces jeunes qui ont tout fait pour la nation sans contrepartie financière. Biram Faye magnifie le travail remarquable de ces 10 000 ASP au niveau des structures étatiques et en cette période de pandémie également, ils se sont beaucoup distingués. Nous sommes dans la sécurisation des convois de vivres, la sécurisation des stocks de vivres et la distribution des vivres. Nous sommes dans la désinfection avec les services d'hygiène. Nous étions dans le respect du couvre-feu, dans le cadre de l'appui porté aux forces de défense et de sécurité. Nous sommes utilisés comme relais communautaires dans certaines localités. Nous sommes utilisés aussi comme guides dans certaines localités pour faciliter les échanges entre les autorités et les populations locales. Dans le cadre aussi du transfert des talibés, nous avons été très impliqués dans des zones comme Fatick, comme Kaffrine. Nous avons 45 unités départementales dans tous les départements du Sénégal. Ces assistants à la sécurité de proximité sont invités tout de même à continuer à montrer le bon exemple et à se mobiliser davantage auprès des citoyens. Merci Aminata. Et puis un mot sur la situation épidémiologique. Retenez que 44 Covid+ sont enregistrés aujourd'hui et 31 personnes développent une forme grave de la maladie. À Rufisque, l'augmentation des cas communautaires inquiète le chef de service de l'hygiène. Selon lui, la campagne de désinfection à grande échelle démarrée dans la commune de Sangalkam par ses services et qui devait se poursuivre dans toutes les communes de la vieille ville pourra arrêter l'accélération de la contamination communautaire. Nous y reviendrons prochainement. Poussée de colère dans le secteur de la santé, les travailleurs des collectivités territoriales réclament leurs primes. Ils ont fait partie du personnel ils font partie du personnel dans les centres et postes de santé, mais selon eux, ils sont laissés en rade dans l'octroi des primes Covid aux agents de la santé. Ils ont fait face à la presse. Fat Bintou Conté et Diafaraba reçu le prime dans le cadre du fonds Covid-19 octroyé aux agents de santé. Eux, ce sont les travailleurs des collectivités locales officiant dans les structures sanitaires. On a octroyé près d'une soixantaine de milliards au ministère de la Santé. Nous avons constaté qu'on ne nous avait pas prévu. Il a fallu que je rue dans les brancards pour qu'on prenne en compte, on nous demande d'amener une liste des agents. Donc cette liste, lorsque nous l'avons déposée, on nous avait dit qu'il y avait des comptes bancaires qui avaient des difficultés parce que le virement se fait directement dans les comptes bancaires. Donc la première liste qui a été validée a reçu 3 mois, a reçu d'abord 2 mois sur 6. Et la seconde liste qui avait des problèmes de compte bancaire, lorsque nous avons rectifié, n'a rien reçu. Et ensuite, le mois dernier, on a mis 1 mois. Donc sur 6 mois, ils n'ont reçu que 3 mois. Le reste, Wakam, Ngor, Nabel Sugar, un peu partout, il y a des gens qui sont laissés en rade et on ne comprend pas la raison. Après ce matin, ces agents de santé crient à l'injustice et interpellent le ministre de la Santé sur la traçabilité de ce fonds. C'est ce qui semble se dessiner, mais nous n'allons pas l'accepter. Parce que nous voulons qu'on nous dise aux Sénégalais comment on a utilisé ces fonds-là. Il faut qu'on le dise. La traçabilité, c'est une exigence démocratique. Parce qu'il y a trop de nébuleuses, trop de non-dits. Donc c'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour nous adresser même au président de la République qui a octroyé cette prime, pour lui dire qu'une partie de la communauté de la santé est là et qui n'a rien reçu. Et qu'il faut qu'il répare cette injustice. Et par rapport à ce qu'ils appellent un manque de considération, les travailleurs des collectivités territoriales, agents de santé, comptent porter des brassards rouges à partir de demain avec un arrêt de travail de 10h à 12h pour se faire entendre. Action à partir de demain, opération Gokhi que nous allons lancer au centre de santé demain à 15h, nous vous convions à Wakam avec le maire de Wakam, parce que ce n'est pas acceptable que chaque fois, les gens des collectivités locales soient restés en rade. Or, nous sommes des démembrements de l'État. Donc nous ne pouvons pas accepter que chaque fois qu'il y a des avantages dus aux travailleurs du Sénégal, les gens des collectivités locales soient laissés en rade. Donc nous allons lutter. Nous allons déposer même un préavis de grève générale. Et nous n'aurons pas à fermer tous les centres de santé. Malgré la pandémie, nous allons agir parce que c'est injuste. Port de brassard rouge, arrêt de travail demain de 8h à 10h. Pour Sidi Ndiaye et ses camarades, il est temps de mettre fin à un système sanitaire à plusieurs vitesses et traiter tous les agents de santé de façon égalitaire. Merci Fat Bintou. La crise sociopolitique au Mali, les sanctions économiques contre le peuple malien, la non-réalisation de la vision 2020 de la CEDEAO, sans oublier la question du 3e mandat en Afrique de l'Ouest, autant de questions qui préoccupent et qui mobilisent la société civile de la CEDEAO, ces acteurs qui désormais veulent accélérer la continuité de la mise en œuvre de l'intégration de la CEDEAO conformément aux aspirations des pères fondateurs, Ibou Diouf et Mohamed Djang.
Entre changement constitutionnel, crise de positionnement ou de malgouvernance, autant de facteurs qui installent une crise démocratique dans certains pays de l'espace CEDEAO. L'exemple du Mali mobilise la société civile de l'espace sous-régional. Parce que les autres régions de l'Afrique que je connais sont beaucoup moins avancées que nous. Et c'est ça qui est bizarre. Et donc, on a un outil, c'est vrai, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais nous devons recentrer encore les actions de la CEDEAO autour de l'intérêt de la communauté et de l'intérêt des peuples de la CEDEAO. La déclaration que nous présentons ce matin à Dakar est également présentée dans les autres États membres de la CEDEAO. C'est une déclaration dans laquelle nous faisons une sorte de diagnostic. Toujours dans cette logique de combat, ces acteurs de la société civile évoquent les sanctions économiques contre le peuple malien. Le Mali, nous avons constaté tous la posture regrettable de la CEDEAO qui a pris des décisions ou des sanctions excessives, inappropriées, voire même dangereuses contre le Mali, parce que décider de bloquer les frontières, de faire un blocus économique et commercial sur un pays comme le Mali qui nage dans une multitude de crises, nous demandons aux chefs d'État de changer d'approche. Ils sont carrément dans l'aventure. Pour donner plus de poids au concept de la CEDEAO des peuples, les organisations socio-professionnelles de la société civile du secteur privé de la CEDEAO comptent engager le combat. Alors la vision 2020, cette année 2020 devait marquer la réalisation de cette vision qui a été adoptée depuis 2007. Malheureusement, cette vision apparaît comme un échec. C'est un rendez-vous manqué parce que ce qui devait apparaître aujourd'hui comme le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples s'est révélé être une CEDEAO des clubs, d'un club de chefs d'État. Une déclaration commune des organisations socio-professionnelles de la société civile et du secteur privé, c'est pour exprimer les préoccupations et formuler des demandes aux chefs de l'État de la CEDEAO pour un espace sous-régional. Et puis un mot de sport, Teungueth Football Club et Jaraaf ont pris connaissance du calendrier de compétition interclub de la Confédération africaine de football. Et puis l'international Alfred Gomis se prolonge finalement à Dijon. Et puis Lionel Messi qui risque une grosse amende pour absentéisme à l'entraînement du FC Barcelone. Le round-up de l'Actu Sport avec Cheikh Sadibou Diarra. Teungueth FC et Jaraaf, les représentants du Sénégal aux compétitions interclubs de l'Afrique, fixées sur les grandes dates de la saison 2020-2021. Les inscriptions des joueurs sont calées du 21 octobre au 19 novembre prochain. Les tours préliminaires de la Ligue des Champions pour Teungueth FC et de la Coupe de la Confédération pour Jaraaf vont du 20 novembre au 20 décembre, alors qu'au Sénégal, la reprise des compétitions est prévue le 2 janvier 2021. Un paramètre à résoudre pour les deux clubs sénégalais. La phase de poule de la Ligue des Champions, c'est du 12 février 2021 au 11 avril. Celle de la Coupe de la Confédération va du 10 mars au 26 avril. 10 juillet pour la Coupe de la Confédération africaine, 17 juillet pour la Ligue des Champions, les dates retenues pour les finales. L'international sénégalais Alfred Gomis, récompensé, le gardien de but de 26 ans, auteur d'une bonne première saison sous les couleurs de Dijon, en Ligue 1, voit son contrat prolongé par son club jusqu'en juin 2024. Alfred Gomis, de retour d'une sérieuse blessure au genou, est titulaire dans les buts de Dijon lors des 2 premières journées de cette saison. Sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain, champion en titre de la Ligue 1, est finaliste malheureux de la Ligue des Champions. Et sur les pistes du défenseur slovaque de l'Inter Milan, Skriniar, et de l'attaquant hollandais de Lyon, Memphis Depay, sans faire encore des offres. Gabriel, le défenseur brésilien de 22 ans de Lille, est lui un nouveau joueur d'Arsenal en Première Ligue. Il s'est engagé pour les 5 prochaines saisons contre un chèque de 30 millions d'euros. Pendant Messi, le père de Lionel, arrive à Barcelone pour rencontrer ce mercredi la direction du club catalan pour trouver un accord à l'amiable pour le départ de son fils. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue. Dans Soir d'Info, c'est à vous Aram. Vous recevez ce soir Didier Awadi.